Pour moi, l'art, il sert avant tout à faire évoluer une société. C'est-à-dire que l'art, c'est d'abord un espace dans lequel tout est possible, tout est permis. C'est un espace amoral. Donc, on peut faire ce qu'on veut dans le domaine de l'art, ce qui permet d'ouvrir des portes à la pensée, en fait, tout simplement. Hmm. Ce qu'on ne peut pas se permettre au quotidien, on peut se le permettre dans un film, par exemple. On peut commettre un meurtre dans un film. C'est une représentation, c'est pas la réalité. Dans une peinture, dans un livre, même dans la musique, c'est exactement la même chose. C'est des représentations du réel. Donc il y a une distance qui se crée qui permet la possibilité de tout faire. Donc l'art, c'est d'abord un espace de potentiel qui montre, qui montre justement qu'on peut faire autrement que ce qui a déjà été fait, qui invite chacun à se remettre en question sur sa manière de faire au quotidien. Et je pense que c'est pour ça notamment que les dictatures ont horreur des artistes et ont horreur de l'art libre, parce qu'ils ont intérêt à avoir un contrôle total, et que dès lors qu'on émancipe les esprits, le pouvoir ne tient plus. Hmm. Donc l'art, il est toujours un petit peu révolutionnaire, il est toujours un petit peu hors la loi. Il est, alors il n'est pas fait pour ça, c'est-à-dire que c'est malgré soi que l'artiste en arrive là. Euh, je pense que dans le domaine de l'art, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'a aucun devoir de, de déranger l'État. Par contre, il arrive que certaines œuvres dérangent l'État ou dérangent l'ordre établi. Donc c'est pas un devoir en soi, c'est presque une cause secondaire et involontaire. Hmm. Donc ça sert, malgré soi, à faire évoluer une société. Et un individu aussi, donc les deux. L'individu en tant qu'artiste ou en tant que spectateur ou récepteur de l'œuvre? Je pense que les deux, parce que donc l'art fait évoluer autant l'artiste que le récepteur, que le spectateur. Déjà parce que l'artiste est souvent le spectateur de sa propre création. C'est-à-dire que quand on crée, on a une idée, et puis très vite, ce à quoi on pensait au départ n'existe plus, et il y a une nouvelle forme qui naît dans le projet. Le projet prend vie lui-même, et ça échappe complètement à la volonté initiale de l'artiste, qui devient donc spectateur. Euh, donc lui, il va se laisser surprendre par son œuvre, il va se mettre au service de son œuvre, et finalement, elle va le transformer aussi. C'est-à-dire qu'elle va lui montrer des choses qui étaient en lui qu'il n'avait même pas vues avant, et elle va permettre de lui révéler son inconscient, de lui révéler des choses dont il n'avait pas idée, au même titre qu'une œuvre va révéler des choses à une société ou à un individu lambda. Qu'est-ce qui se crée entre l'artiste et son œuvre? Alors, je compare assez naturellement la création artistique avec la procréation. C'est-à-dire que, en fait, on va donner vie à une œuvre. C'est-à-dire que vraiment, quasiment au sens propre, elle va devenir vivante et échapper à son créateur. Exactement comme un enfant qu'on va d'abord accompagner dans la vie, et puis au fur et à mesure, il va s'émanciper et s'autosuffire, se débrouiller tout seul. Hmm. C'est-à-dire que le parent est au service de l'enfant exactement comme l'artiste est au service de l'œuvre. Donc la relation, c'est cette relation-là, c'est accompagner une œuvre vers le monde, vers le spectateur, en fait, tout simplement. Donc l'art n'est pas vraiment une forme de vérité non plus. Euh, la vérité, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de, il y a pas de vérité ou de, il y a que du mensonge à la limite. Il y a que, comme dirait Nietzsche, tout n'est qu'interprétation. Il n'y a pas de Hmm. fait. Il n'y a que des manières de voir. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a que des points de vue, en fait. Il n'y a que Hmm. des interprétations du monde, que des manières de voir le monde. Le monde est toujours une représentation, comme dit Schopenhauer, dans le monde comme représentation et comme volonté. Je pense pas que l'artiste prétende venir avec la vérité. Je sais pas si un seul artiste a déjà pensé ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive avec sa vérité, qui est une manière de voir le monde parmi d'autres, qui est souvent quand même assez particulière, Hmm. ce en quoi il se sent artiste. Il a l'impression d'avoir vu quelque chose que les autres n'ont pas vu et qu'il a envie de leur montrer, de partager. En ce sens, oui, il partage sa vérité.
souvent aussi, je pense que, comme je le disais, le plus important dans l'œuvre qu'il est en train de partager, c'est quelque chose dont il n'a pas conscience lui-même. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire à ses contemporains, il ne sait pas ce qu'il se dit à lui-même, et le sens peut venir beaucoup plus tard. Au moment de créer, je pense à peu près jamais au public, qu'il m'en excuse. Je pense, il y a une relation qui se crée entre moi et ce que je suis en train de faire, un dialogue parfois entre un morceau et moi, ou une peinture et moi, ou même un texte qui tout d'un coup commence à prendre vie, comme je le disais tout à l'heure. Et au bout d'un moment, il me parle presque plus que moi je lui parle, il me réclame des choses. Il y a une peinture qui peut me réclamer à un moment une tâche à tel endroit parce que la composition va tout d'un coup s'équilibrer ou s'harmoniser d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'œuvre commence à me parler et à me demander des choses. C'est pas du tout le public, je me dis pas c'est pour plaire au public, je me dis c'est parce que dans cette composition, l'harmonie elle se trouve là, le juste rapport entre les choses il est là, où c'est comme si l'œuvre tendait à exprimer quelque chose et que j'avais à la faire éclore en fait, à l'aider à parler. C'est un peu ça. Je pense déjà qu'il n'y a pas de vérité absolue sur ce qui est beau ou ce qui est laid. C'est encore une fois qu'un point de vue. Donc forcément, on est tenté d'aller chercher de la beauté là où les autres n'en voient pas encore. Donc souvent dans des choses qui peuvent paraître assez laides, voire atroces. Je prends un charnier par exemple. C'est le plus abominable tableau qu'on puisse imaginer. Et pourtant par la composition, par la couleur, par des expressions, par une mise en forme particulière, on peut en dégager quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'origine. On peut vraiment sublimer la pire des choses par l'art, en fait. Et je pense que c'est ça son rôle aussi, on en parlait tout à l'heure. Quel est le rôle de l'art? Le rôle, c'est parfois de sublimer l'inacceptable, de rendre plus humain ce qui ne l'est plus du tout. Est-ce que créer de l'art me rend heureux? Oui, clairement. Dès lors que j'en ai pas d'attente. C'est-à-dire que si je crée avec l'attente de rencontrer un public ou d'obtenir quelque chose de particulier, je risque d'être déçu. Par contre, si je me focus sur le processus lui-même de création, ça me rend heureux. Au moment où je suis en train de ne pas trouver ce que je cherche, ou alors au contraire de trouver, ça me rend heureux. Être en train de trouver deux harmonies qui se répondent bien, ça me rend heureux. En fait, c'est me laisser surprendre qui me rend heureux. Voir quelque chose qui naît, la naissance, que ce soit d'un enfant ou d'une œuvre, c'est quand même un sentiment magnifique, quoi. Et voir un enfant grandir, comme on voit sa peinture prendre vie, c'est pareil. C'est des moments qui sont forcément, oui, sublimes. Quand tu as créé une peinture, tu l'exposes, tu la vends. Qu'est-ce que ça te fait, du coup? Alors, les premières peintures qu'on vend, c'est très difficile, parce qu'on se sépare d'un de ses enfants, on vend un de ses enfants, donc on l'abandonne déjà à un geste commercial, alors qu'aucune œuvre n'a de valeur en soi. On lui attribue une œuvre, mais exactement comme aucun humain n'a de valeur financière. Donc c'est très bizarre les premières fois, et puis après on s'habitue, et puis on rentre dans une logique... c'est comme ça, quoi. C'est le marché, il faut bien manger, il faut bien vendre des toiles. Et puis finalement on est content qu'elle parte en voyage, qu'elle aille magnifier la vie de quelqu'un d'autre, donc c'est plutôt agréable finalement. Et tu regardes des fois des photos de vieilles peintures que tu as faites, que tu as vendues, en te disant Alors des très vieilles peintures où je me dis j'aimerais bien les récupérer parce que vraiment c'est moche et je suis triste qu'elles soient en circulation. Il y a aussi des peintures où je me dis bon, celle-là elle était vraiment bien, j'aurais peut-être aimé la garder, mais finalement j'en ai la photo, j'en ai le souvenir, et le principal pour moi c'est de l'avoir faite et c'est passé. Donc je pense plutôt à la peinture suivante qu'à mes vieilles peintures. Je suis moi-même assez surpris de constater que les différentes disciplines amènent à des questions vraiment similaires.
C'est-à-dire qu'en peinture, en musique, en poésie, en photographie, dans le cinéma, dans tous les arts, finalement, on se pose des questions de composition, des questions de contraste, des questions de puissance, de calme. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. À quel moment un mot va choquer par rapport au reste de la phrase? C'est la même chose qu'une note dans une mélodie, c'est la même chose qu'une certaine couleur sur une palette. En fait, les questions sont toujours les mêmes. C'est la forme qui change, mais selon les arts, on est toujours dans des problématiques similaires. Alors pourquoi passer de l'un à l'autre? Je ne sais pas, il y a des moments où on a envie de tel ou tel médium, pardon. Parce que ça me permet aussi d'explorer différentes facettes de moi-même. Parce que j'ai pas envie d'être tous les jours la même personne. J'ai envie de pouvoir ne pas être celui que j'étais hier, ne pas me coller à une identité qui me définirait trop. C'est-à-dire que c'est très triste finalement quand on se dit je suis plombier, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis plombier, voilà. Et du coup, toute ma vie, je serai plombier puisque je me suis déjà défini comme plombier et ma vie s'arrête là. Moi, j'ai envie de me réinventer tous les jours, ne pas savoir ce que je vais faire le lendemain. Au moment où je prends mon pinceau, j'aime bien ne pas savoir ce que je vais faire et laisser s'exprimer une part de moi qui n'est pas encore révélée. Ou alors revenir à quelque chose que je n'ai pas exploré depuis longtemps en moi. Donc avoir plusieurs identités, ça permet ça. Ça permet d'aller se regarder sous différentes facettes, sous différents angles, de ne pas mettre la même lumière aussi sur les choses. C'est-à-dire que si j'ai observé une part sombre en moi que j'ai éclairée sous un certain angle, j'ai peut-être envie d'aller la revoir sous un autre angle. On se comprend mieux soi-même quand on peut avoir plusieurs identités en fait. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de développer des identités à l'infini jusqu'à ce qui est, Quel est le risque? Une sorte d'entropie Oui. de la personne, tu vois, tout devient tout et rien à la fois. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est la question de savoir ce qui nous constitue, qu'est-ce qui fait qu'on est soi, en fait. C'est une question psychologique et philosophique hyper intéressante. Mais j'ai pas du tout la réponse. Pour le coup, j'ai beau fouiller très loin en moi, je ne sais pas ce qui fait que je suis moi et que je vais rester cette personne, finalement. C'est très étonnant. C'est-à-dire que je vois bien que je fasse le clown ou que je sois sérieux, que je fasse du sport ou de la peinture, il y a quelque chose en moi qui est toujours cette même chose. Pourtant, je suis intégralement en train de faire quelque chose de différent. Le corps que j'avais enfant n'est plus le même que celui que j'ai aujourd'hui. Pourtant, je suis toujours la même personne. Au moins, en tout cas en partie. Quelle est cette partie qui subsiste et quelle est la partie qui change? C'est une des questions pour moi existentielles les plus difficiles à appréhender. Donc, d'une certaine manière, est-ce que dans ton art, tu cherches à être plus toi-même ou au contraire à t'amuser en te disant j'ai l'impression qu'une part de moi, quoi que je fasse, reste là, donc c'est pas de celle-ci dont j'ai envie de m'occuper, c'est plutôt le reste. Comment tu vois ça en fait? Je sais pas, je le lis pas particulièrement à l'art pour le coup, c'est un truc du quotidien. J'essaie de pas me poser la question et de laisser survenir ce qui vient naturellement. De pas être dans le contrôle. Pas trop. Donc ton art, c'est vraiment une exploration? Ouais. Oui, c'est clairement une exploration, ouais. C'est toujours descendre dans une mine plus ou moins sombre et essayer d'aller trouver le diamant qui est au fond de la mine. Et ça demande parfois de passer dans des conduits étroits, dans la boue, mais le but c'est de remonter ce diamant et de dire regardez ce que j'ai trouvé dans cette mine. Il y a des trucs cool dans le monde. Dans tous les endroits les plus obscurs, il y a des belles choses à voir. Tu décris ta peinture dans une des interviews, peut-être même sur ton site. Une sorte de tension universelle entre la puissance créatrice et destructrice. Finalement, que chaque peinture renfermerait déjà. Et qu'est-ce que c'est? Tu vas soit
soit découvrir l'aspect destructeur de ton art ou créateur par... Euh, pour moi, il y a deux grandes forces qui animent le monde, qui sont le chaos d'un côté et le cosmos de l'autre. Le chaos étant ce qui crée du désordre, de l'entropie, du bazar, une espèce de soupe informe. Et le cosmos est ce qui organise, ce qui ordonne, ce qui va légiférer, euh, et faire que le monde n'est pas cette soupe, mais plutôt une somme de formes définies. Et je crois que ces deux forces sont en perpétuelle confrontation, et que c'est dans cette confrontation que la vie est possible, en fait. Parce que s'il n'y avait que le cosmos, que le chaos, pardon, tout serait complètement désorganisé. S'il n'y avait que le cosmos, tout serait organisé au point d'être figé et de ne plus pouvoir bouger. C'est-à-dire qu'on aurait atteint d'un côté une perfection et de l'autre côté une imperfection mais totale. C'est-à-dire une perfection de l'imperfection quelque part. Donc pour que les choses existent, il faut à la fois qu'elles essayent de rester elles-mêmes et en même temps qu'elles meurent finalement. Donc la vie, elle est possible que dans l'intermédiaire entre le cosmos et le chaos. Dans mes peintures, j'essaye de représenter ces forces qui sont à l'œuvre. C'est pour ça que c'est souvent assez énergique. On voit des puissances qui se confrontent. Ça peut être des couleurs, ça peut être des masses, ça peut être des intentions, des directions. Il y a d'un côté le cosmos qui va essayer d'harmoniser la peinture, de lui créer une structure bien définie, de créer une palette de couleurs bien organisée. Et de l'autre côté, il y a le chaos qui va venir mettre des taches partout, qui va faire des coulures, qui va mettre des couleurs qui n'ont rien à faire là. Et pour moi, la peinture n'existe que dans ce moment-là, en fait, de confrontation. Je vous connais si bien, plante mystérieuse, Dionée interdite au monstrueux baiser, qui parfois me happait d'une bouche rieuse, vers l'Éden infini sans jamais m'apaiser. Avant vous, d'autrefois, j'ai bien connu la mort. Nous avons bu ensemble à de nombreux calices. Ivre, je m'éclipsais dans un dernier effort pour n'avoir à subir ces ultimes supplices. Mais vous m'avez hissé dans vos cieux absolus, paradis éclairé par d'obscures lumières, où les poisons fruités ne se refusent plus, et le diable en dansant se rit de nos prières. Je bois à votre lèvre un glaçon de ciguë, puis mon corps incendié s'étiole au firmament, comète en perdition qui de sa plainte aiguë décapite la nuit irradieusement. Ce qui est étonnant, c'est que tu as une forme très, très classique dans ta poésie. Tu vois, tu vas parler de la ciguë, le firmament. On est vraiment dans un vocabulaire emprunté vraiment d'une autre époque. D'une autre époque. Très clairement, j'ai envie de réunir des époques. En fait, il y a plusieurs passages dans l'histoire, enfin, dans l'histoire de l'art que j'affectionne particulièrement. Je pense que le 19e en particulier est très très riche d'événements qui m'ont parlé, que ce soit l'impressionnisme, une certaine forme de néo-romantisme, Nietzsche. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là, le balbutiement de la psychologie. C'est vraiment un siècle très riche qui m'inspire encore aujourd'hui, longtemps après. Ce qui n'empêche pas que l'époque d'aujourd'hui m'inspire aussi, et j'ai envie parfois de les rassembler. Si j'utilise parfois de la musique classique dans des morceaux extrêmement contemporains, c'est pour ça aussi, c'est le même principe. Là, j'ai un morceau qui arrive où c'est du piano avec des basses dans le fond empruntées à la neurofunk ou à des drum and bass très, très sombres. Donc je vois pas le problème de mélanger ces univers-là qui pour moi ont en commun d'être des formes très intenses d'expression en fait. J'en lis un autre. Allez, vas-y. Qui me parle particulièrement parce que au moment où je l'ai écrit celui-là, je savais pas exactement de quoi je parlais et ça s'est révélé à moi longtemps après où j'ai compris que ça faisait référence à un traumatisme d'enfance. Ok. Voilà, c'est assez étonnant. Mais du coup, c'est pas clair sûrement pour l'auditeur, mais c'est pas grave. Souvent, on lit des poèmes qu'on comprend pas. Bien sûr. La musique des mots suffit parfois. Bien sûr. L'éclat du jour.
Sur le sombre cloaque où j'attends de renaître, s'ouvre une porte noire ainsi qu'un long volet. L'éclat du jour sublime en un pas la fenêtre, et se tient devant moi, muni d'un pistolet. L'éblouissant silence a posé sur ma bouche une main de lumière aux doigts étourdissants, et ce bâillon de feu tient ma lèvre farouche sous sa peau de cristal aux contours innocents. La balle au ralenti glisse dans l'air glacial et traverse mon corps dans sa course inconsciente, déployant sa chaleur au parfum prénuptial, comme en un doux cercueil où l'amour s'impatiente. Sublime éclat du jour qui perçait ma cellule, lumineuse beauté, vous y prenez séjour, refermez vos grands yeux, que votre feu recule, je subis votre éclat, je meurs sous votre jour. Allez, j'en enchaîne un, tiens, pendant qu'on y est. La mort du jour, c'est un peu la suite. L'acidité des pluies là-haut dans la noirceur avait griffé la voûte à coups d'ongles humides. Des faisceaux descendaient, posant en pyramide, leur prisme oxygénant sur mon front rêvasseur. D'un arrosoir tombait sur le terreau des cieux l'éclat d'un jour nouveau, comme une averse d'astres. Indolent, j'absorbais les somptueux désastres, illuminant le soir dans l'âtre de vos yeux. Cet assassin désir qui perçait nos silences est mort sous la lumière, et je ne veux plus voir le feu pourtant si doux que vous fîtes pleuvoir, ni vos tendres tourments, ni vos douces violences. Je me refuse, amour, ô bonheur dérisoire, à vos larmes de feu, à ce mortel attrait qui germait en mon œil quand il vous rencontrait. Je buvais les rayons d'un soleil illusoire. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Et du coup, comment tu décris notre époque aujourd'hui ? Notre époque est de plus en plus indescriptible, parce que dès lors que j'aurais fait une description de notre époque, elle aura déjà changé. C'est-à-dire que si on regarde à l'échelle du temps l'évolution de ce qui se passe, tout va de plus en plus vite, vraiment exponentiellement. Et là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer l'année prochaine. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est que personne, enfin amusant et terrifiant en même temps, personne aujourd'hui ne comprend ce qui se passe. Personne, c'est impossible, c'est trop énorme, c'est trop grand. Je pense que si tu penses rien qu'à un ordinateur, il n'y a pas un seul humain sur Terre qui est capable d'expliquer comment fonctionne un ordinateur de A à Z. C'est-à-dire que c'est des systèmes tellement complexes qui ont demandé tellement de travail, tellement d'équipes différentes qui ont travaillé dessus, que finalement on associe des choses ensemble qui nous dépassent complètement. La technique est devenue infiniment plus performante que nous. On est complètement dépassé. C'est vraiment l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, je ne sais pas si ça te parle, où il explique que la technique nous a tellement dépassés qu'on est finalement à son service. C'est-à-dire que c'est elle qui va déterminer ce qu'on fait. Au lieu que la fin justifie les moyens, c'est les moyens qui justifient la fin. Comme on a une intelligence artificielle, par exemple, qu'on a créée, on va s'en servir, c'est sûr. On peut le faire, donc on va s'en servir. C'est elle qui va nous dicter nos choix de demain. Je vois bien dans la musique, quand il y a un nouveau plugin qui permet de faire des choses nouvelles, on a envie de s'en servir, on a envie de voir ce que ça fait. Et finalement, la technique nous amène à des endroits qu'on n'avait pas choisis, qui peuvent être dramatiques. La bombe atomique, c'est ça. L'intelligence artificielle, ça risque de faire un peu le même genre de choses. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est ultra puissant en soi, et on peut l'utiliser de manière bien ou pas bien, mais de toute façon, on va faire les deux, parce qu'on peut le faire. Et ce qu'on peut faire, on le fait. C'est ça qui est terrible. Du coup, au milieu de ça, est-ce que tes formes d'art, des différentes disciplines, d'une certaine manière, elles s'opposent, parce que ta musique électronique, justement, elle travaille avec une technique qui s'améliore constamment, et donc une envie de rester à la page, d'aller toujours dans les nouvelles formes de drum, de basse, de synthé et les nouvelles choses. Et en regard, tu as ta plume et ton papier, juste des mots qu'on utilise depuis des millénaires. Ouais. Donc, justement, j'essaye énormément de résister à la tentation technique. C'est ce qui me pousse à revenir à des choses très classiques comme du piano ou de la poésie classique. Parce que la technique, elle est aliénante aussi. Elle est emprisonnante. Alors que avec une feuille et un stylo, on peut tout faire déjà. Pas besoin de la technique. Si j'avais un bras robotisé qui tenait le stylo à ma place, qu'est-ce que ça m'apporterait ?
finalement, que ce soit une intelligence artificielle qui écrive de la poésie à ma place, ça ne m'apporte strictement rien. Donc je ne vois pas pourquoi je m'en servirais, quelque part. Donc il faut continuer à voir la technique comme un outil et surtout pas comme un maître, en fait. Il ne faut pas inverser les rôles et que l'esclave, ce soit nous. Et c'est un peu ce qui se passe quand même de plus en plus. Bien sûr. Tu parlais de ça, tu me disais que l'abstrait est en fait la continuité naturelle de la figuration. Oui, complètement. Où en fait la lumière, les formes, les couleurs simplement se libèrent un peu de... Oui, complètement. De leur sens, en fait, de leur logique. Mais alors, tu peux le développer, ça? Oui, alors... effectivement, on s'intéresse au bout d'un moment plus tellement à une logique qui répondrait à des forces, encore une fois. Par exemple, la gravité dans une peinture figurative, elle a du sens. Dans une peinture abstraite, elle n'en a plus tellement. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de certaines choses qui sont imposées. Et je m'amuse, moi, dans ma peinture abstraite, à retrouver des formes presque figuratives. Quand j'ai des formes qui jaillissent, j'aime bien leur donner un peu de volume, un peu de relief et commencer à donner l'impression que c'est des choses qui jaillissent, que c'est des objets, que c'est quelque chose de concret finalement. Oui, par exemple, comme la peinture qu'il y a derrière toi, on sent vraiment presque de la lave. Exactement. Il y a une forme de gravité, même si elle est en l'air. On sent que c'est un instant. C'est ça. Et qu'elle risque de retomber ou jaillir encore plus. Exactement. Donc en fait, je fais le processus inverse, c'est que je figure des choses abstraites. Au lieu d'abstractiser, par exemple, dans l'expressionnisme, on va dire, si je ressens de l'amour, je ne peux pas peindre l'amour, je ne peux pas peindre la liberté. Par contre, je peux peindre quelque chose qui m'y fait penser, qui l'exprime. Moi, je fais un peu le travail inverse, c'est-à-dire que je redonne une forme à des choses abstraites. C'est-à-dire qu'une force, qui est une chose abstraite en soi, je lui donne une forme. La force qui fait jaillir la lave, je l'intègre et je la retravaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça ressemble effectivement à de la lave, parce que c'est la même force qui l'agite, mais c'est pas de la lave. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, ouais. Et de cette nécessité presque viscérale de créer, elle venait en contrepoids à une réalité trop dure à regarder en face ou à accepter, ou c'était vraiment lié simplement à toi-même, à une connexion avec l'au-delà, et l'idée de transmettre quelque chose, déjà à toi-même, puis peut-être après aux autres? Je pense que c'est un ensemble complexe de plein de facteurs. Il y a l'idée effectivement que je me sens bien quand je crée. Donc j'ai tendance à y aller, quitte à passer à côté d'autres choses. Il y a aussi clairement une faille narcissique à un moment où j'ai besoin de reconnaissance, où j'ai besoin de me sentir exister à travers ce que je produis. Je pense que tous les artistes ont des failles narcissiques à un moment ou des problèmes d'ego qui ne sont pas forcément graves, mais qu'il faudrait soigner. Et je pense que c'est un travail que j'ai pas mal fait, et du coup ma pratique artistique aujourd'hui elle est très différente. J'en ai plus besoin de réussir quelque chose pour me sentir bien. Quand je fais une œuvre, qu'elle soit réussie ou ratée, je me dis pas que c'est moi qui suis réussi ou raté. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui s'est créée et qui change tout en fait. Je n'ai pas besoin de réussir quelque chose pour me sentir bien. Le processus il n'est pas de se soigner, il est de se regarder déjà. Et là, on peut identifier peut-être des choses qui ne vont pas. Quand on a sous les yeux ce qu'on vient de peindre et que c'est super dark, on se dit pourquoi j'ai peint ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on peut commencer un travail thérapeutique et qui va nous soigner. Mais là, en soi, ça ne soigne pas. Ça peut anesthésier par contre. Comme toutes les passions nous anesthésient parce qu'elles nous permettent d'oublier le réel. Quand on est passionné, quand on est amoureux, les choses ne sont plus réelles, on est dans un fantasme, un délire permanent qui nous aliène en fait. Donc sur le coup on a l'impression que c'est super, mais en fait même le sentiment amoureux il est dangereux. Il nous fait nous éloigner de nous-mêmes.
Donc en fait, l'art, l'œuvre, en tout cas, elle n'a pas de sens peut-être au moment où elle est faite. Et même si elle en a un, il en découlera un autre sens plus tard. Les gens vont en faire une certaine lecture. Chacun va y trouver finalement son compte. Euh, Quand des critiques d'art parlent d'une œuvre, je suis à peu près sûr qu'ils ne disent jamais la chose que l'artiste voulait dire à la base. Mm. Jamais. Mm. Ils vont toujours s'approprier la chose, y voir quelque chose à travers leur spectre, qui peut être très intéressant ou pas du tout. Et les spectateurs, c'est pareil. Chacun va manger ce qu'il a à manger dans l'œuvre, en fait. Mm. Chacun va se nourrir de ce qui l'intéresse à tel moment. Et les grandes œuvres sont celles qui durent à travers le temps et qui ont toujours quelque chose qui nous nourrit parce qu'elles ont quelque chose de fondamental en elles. Elles ont une question qui ne mourra jamais. Les questions existentielles, ce seront les mêmes, c'était les mêmes il y a 2000 ans que dans 2000 ans. Les grandes questions. Mm. La vie a-t-elle un sens? Oui. Voilà. Je pense que tous les gens, à un moment de leur vie, se rendent compte que la vie n'a pas de sens et qu'il va falloir faire avec. Et cette question-là amène à retrouver une autre forme de sens aussi. Aussi, exactement. C'est ça tourne C'est-à-dire que constamment. c'est ce que dit Nietzsche à un moment, quand on se rend compte du nihilisme, c'est-à-dire que plus rien n'a de valeur, que tout est égal, que rien n'a de sens absolu, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de morale absolue, ça va être à nous de créer notre propre éthique, finalement, à nous de créer nos propres lois de vie. Donc quand on se rend compte que la vie n'a pas de sens, c'est aussi ce que dit Camus avec l'homme absurde, on en parlait, le mythe de Sisyphe, on se rend compte que ce qu'on fait est complètement vain, que ça n'a pas de sens, que ça n'a pas de finalité, que ça ne changera finalement rien au monde, mais il faut le faire quand même. Sinon, autant mourir tout de suite. Donc la vie est un jeu. Dans ce sens-là, il faut... c'est encore Nietzsche qui disait ça, pour le citer une millième fois, il faut retrouver le sérieux qu'on mettait enfant dans nos jeux. Les enfants, ils savent qu'ils jouent, mais ils sont tellement à fond dans leur jeu. Et nous, il faut qu'on réapprenne à faire ça aussi. On sait que tout est vain, que ça n'a pas de sens, mais il faut s'investir dedans pour vivre. Complètement. Finalement, est-ce que l'artiste n'est pas voué à s'échapper de sa conscience le temps de créer son œuvre? Alors là, je ne peux pas parler pour l'artiste en général, mais je peux parler pour moi. Clairement, quand je suis en train de créer, je ne suis plus là, quoi. Je suis dans une transe totale. Je suis complètement au service de ce qui est en train de se passer. Et je pense que si tu me parles, je t'entends même pas, quoi. Je suis tellement concentré dans ce que je suis en train de faire qu'effectivement, j'ai plus de conscience du réel. Je suis complètement absorbé par l'espace, le paradigme artistique dont on parlait. Je suis attiré dedans, quoi. Pourtant, il y a toujours un moment de choix, c'est-à-dire sur une composition, un mélange de couleurs, un choix de mots dans une poésie ou des harmonies dans une musique. Donc, c'est un sujet intéressant de savoir, est-ce que c'est un stimuli créé par nos acquis en pleine conscience avant de créer l'œuvre, qui font que, sans réfléchir d'instinct, on vient retoucher ça, mais sans y mettre sa propre conscience. Ou, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que je te laisse partir là-dessus. Je pense qu'effectivement c'est complètement culturel et sans se rendre compte, on est empreint de certaines idées de composition. On connaît des logiques de son, d'harmonie sans le savoir. Et quand on va les retrouver, on va dire ah bah tiens, ça sonne bien, ça me plaît, mais c'est qu'en fait ça nous rappelle quelque chose. Je crois que c'est Philippe Descola, un anthropologue, qui raconte qu'il a passé du temps avec les Indiens à Shuar et il était très triste de se rendre compte qu'il ne comprenait pas la musique. Lui, il était fan de je ne sais plus quel compositeur classique. Il a tenté de leur faire écouter et pour eux, c'était du bruit, purement et simplement. Parce qu'ils n'avaient pas cette culture qu'on a et qui fait qu'on se l'est transmise peut-être de génération en génération et même... sans le savoir, peut-être jusqu'à dans notre ADN, où finalement on reconnaît des choses. Et quand on est en train de créer, on reconnaît des choses, en fait. On n'invente rien. Jamais. Selon toi, l'art a-t-il un avenir?
L'art a-t-il un avenir? En fait, j'ai envie de retourner un peu la question. Tu me demandes, l'art a-t-il un avenir? Pour moi, c'est y a-t-il un avenir sans art? Euh, pour moi, comme je te l'ai dit, l'art est un moteur de l'évolution et je ne pense pas qu'il y ait d'avenir sans art. C'est-à-dire que c'est l'art qui amène l'avenir, en fait, qui fait avancer le temps d'une certaine manière. Alors, il n'y a pas que l'art, il pourrait y avoir d'autres voies, mais on deviendrait moins humain, je crois, s'il n'y avait plus d'art. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. On dit aujourd'hui que l'intelligence artificielle est capable de créer des œuvres d'art. Je ne le crois pas. C'est-à-dire que pour moi, l'artiste amène quelque chose, encore une fois, inconsciemment. Il ne sait pas ce qu'il livre au public, il ne sait pas ce qu'il livre à son époque. Il n'en a pas la moindre idée. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire tel artiste est bon, tel artiste est mauvais. Ça n'a pas tellement de sens. On n'a pas conscience encore de ce qu'ils sont en train de nous dire. L'intelligence artificielle, elle n'a pas d'inconscient. Donc elle va nous livrer une espèce de digestion de ce qu'elle a appris. Donc et puis elle réagit à une requête. Elle réagit à une requête, oui aussi, exactement. Elle n'a pas de volonté, elle n'a pas de désir, l'intelligence artificielle. Donc elle ne va pas créer l'avenir. Impossible, elle ne peut pas ouvrir des nouvelles voies. Elle peut permettre des nouvelles choses. Elle peut techniquement ouvrir des nouvelles choses. Mais l'art, comme on l'a dit, c'est pas la technique. Donc on va avoir l'illusion pendant un certain temps que l'intelligence artificielle fait des œuvres magnifiques. Mais très vite, on va se rendre compte qu'elles sont vides. Vides de ce qui constitue une œuvre, de l'essence de l'œuvre qui est l'inconscient. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, carrément. Je t'écoute. Et donc je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes, au même titre qu'elle ne pourra pas remplacer les psychologues, parce que ce qui se passe dans un cabinet de psychologie va au-delà de ce dont a conscience le patient, mais même de ce dont a conscience le psy lui-même. Il y a toujours un double discours dans un échange. Il y a les mots tels qu'on les comprend, et en fait, c'est deux inconscients qui sont en train de s'échanger des choses aussi. C'est nous qui inventons le monde que nous voyons. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose, mais on ne va pas tous voir la même chose. C'est notre expérience. En fait, on n'a pas de connaissance immédiate du monde. Tout ce qu'on sait est média. C'est-à-dire qu'on a des yeux, on a des oreilles, on a des sens qui vont nous permettre d'appréhender le monde d'une certaine manière. Un aveugle et un sourd, et quelqu'un qui n'a pas de handicap, vont voir le monde de trois manières différentes. Ce sera le même monde, mais il n'y en a pas un qui est plus réel que l'autre. Bien sûr. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. C'est juste trois manières de le voir. Et on a, autant qu'il y a d'individus, il y a de manières de voir le monde. Donc il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des représentations. Est-ce que l'artiste est une forme de Dieu? Oui, mais pas plus que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le spectateur, au moment où il regarde l'œuvre, c'est lui qui en fait quelque chose aussi. Donc il est autant Dieu que l'artiste qui a créé l'œuvre. On est tous Dieu. D'ailleurs, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est peut-être pas par hasard, c'est parce qu'on n'aurait pas été capable d'imaginer autre chose. Tout simplement, on est limité par ce qu'on est capable de faire. C'est nous qui, peut-être, avons créé Dieu à notre image, finalement. Donc Dieu et l'homme, c'est la même chose, en vrai. Et du coup, dans le travail d'abstraction que tu explores, tu essaies d'aller chercher une autre forme de vivant, qui est de représentation du vivant, de la conscience, de l'abstrait, justement. Ouais. Et comment tu peux t'exprimer sur cette recherche d'abstraction et liée à la question précédente? De même manière que la gravité va faire tomber la pomme de Newton, certaines forces vont faire que un trait doit être là, une couleur doit être là, une forme doit être là. Je ne sais pas si c'est clair, mais le moment créatif, il est imposé. Il n'est pas complètement libre, en fait. C'est des forces qui vont amener telle ou telle composition. Ramener une forme de logique, donc de règles, comme les lois de la physique. Exactement. Ce sera d'autres lois. Exactement. Mais d'une certaine manière, tu vas être obligé de les suivre. C'est-à-dire que si on est parfaitement libre, on ne peut absolument rien faire.
on ne peut faire des choses que sous contrainte. C'est-à-dire qu'il faut décider de s'imposer des lois pour qu'apparaisse une forme. Pour moi, l'abstraction est extrêmement réelle. On n'est pas dans un monde irréel dans le monde abstrait. On est au contraire dans un monde très réel, peut-être même plus réel que ce qu'on prend pour le réel. C'est-à-dire la force pure devient une image. C'est très difficile à expliquer. On va retourner à l'essentiel d'une force et lui donner une forme. Le jaillissement, par exemple, dans ma peinture, il y a beaucoup de jaillissements. Par la forme, on peut faire comprendre l'idée de jaillissement. Et donc, c'est l'essence du jaillissement qui est exprimée dans cette forme. C'est-à-dire que ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être de la lave, ça pourrait être du sperme, ça pourrait être du sang, ça pourrait être ce que tu veux. C'est un jaillissement. Et donc, c'est le concept du jaillissement qui prend forme. C'est pour ça que j'aime pas l'art conceptuel, c'est qu'il s'en tient au concept et il ne passe pas le cap de lui donner une forme. En fait, clairement, ce qui m'intéresse dans cette série de peintures, puisqu'on peut parler d'une série, comme tu dis, elles se ressemblent, elles ont une cohérence entre elles, c'est toujours cette opposition entre le cosmos et le chaos qui me travaille, en fait, parce que ce que je cherche, c'est à comprendre des idées qui peuvent paraître assez abstraites, cette idée de cosmos ou de chaos, qui sont deux absolus, et qui donnent la vie dès lors qu'ils se confrontent. Ce qui m'intéresse, c'est les applications qu'elles ont aussi dans le quotidien de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le cosmos et le chaos dans la société? C'est par exemple certaines personnes qui ont envie d'avoir un ordre très établi, mais ça ne va pas correspondre à d'autres, et donc ils vont se confronter. Je parlais de la police la dernière fois, qui sont plus les gardiens de la paix, mais les forces de l'ordre, donc finalement les forces du cosmos. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont pas être d'accord, qui vont manifester, des black blocs qui vont s'en prendre à la police, qui vont plutôt être du coup des forces du chaos. Et pour moi, les deux sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que du chaos ou que du cosmos. Si on n'avait que la police et que tout le monde respectait parfaitement une loi, un ordre établi, il ne se passerait plus rien dans la société, elle serait morte. Si on avait de l'autre côté que du bazar, que du désordre, ce serait invivable aussi. Donc la nécessité, elle est vraiment que les deux pôles existent et qu'il n'y ait surtout pas une absoluité qui gagne. Il faut que... C'est comme toute idéologie, dès lors qu'elle atteint sa perfection, elle meurt et elle s'autodétruit. Il ne peut pas y avoir un type de gouvernement universel et éternel. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une succession de manières de voir les choses. Il faut peut-être passer du capitalisme au communisme, à l'anarchie. Il n'y a pas un seul truc qui peut marcher tout le temps. C'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des confrontations. Il faut que ce soit la guerre tout le temps. La paix, c'est la mort. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais... Putain, tu veux... L'artiste de la guerre. Non, la guerre, c'est un grand mot. Mais le concept de guerre ramené au réel, ben, c'est quelque chose de vivant. Alors que la paix, c'est quelque chose de mort. C'est paradoxal. Mais il y a une réalité. Dans quel sens la paix, c'est quelque chose de mort? Parce que la paix, c'est aussi une forme d'ordre. C'est-à-dire que si on prend un système solaire qui est naissant et extrêmement chaotique, effectivement, à un moment donné, il y a une harmonie qui se crée, une stabilisation, et les planètes se forment, se tournent autour du Soleil, la vie peut apparaître, donc il y a une forme de paix cosmique à ce moment-là, mais selon toi, on ne peut pas dire qu'elle soit morte non plus, elle donne la vie aussi. Quand je dis paix, j'entends stabilité. Quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne peut rien ressentir, puisque tout ce qu'on ressent nous bouleverse. La vie est bouleversante en permanence. Je ne sais pas comment exprimer cette idée. Du coup, est-ce que l'homme, dans sa conscience et dans son... J'en reviens à cette idée de stabilité. La pensée, quand tu penses, ta pensée est vivante qu'elle est en conflit. Penser, c'est être en conflit avec soi-même. C'est-à-dire, je pense quelque chose, mais une autre pensée va venir bouleverser la première,
elles vont se confronter, elles vont se mesurer l'une à l'autre, se tester. Mais dès lors qu'un système de pensée est stable, il est plus vivant. Pour penser, il faut qu'il y ait du bouleversement, il faut qu'il y ait du paradoxe, il faut qu'il y ait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord pour penser. Penser, je ne sais plus qui disait ça, mais penser, c'est toujours penser contre soi. D'où l'intérêt des débats où on est vraiment ouvert à recevoir ce que l'autre a à nous dire. Si chacun défend sa position, il n'y a pas de débat. Il y a quelque chose de figé, et puis ça fait deux blocs qui se... C'est ça. Il n'y a pas d'intrication, d'interaction. Ce qu'on vit beaucoup en ce moment. Oui, parce que ce n'est pas des idées, c'est des positions. Des positions, des idéologies. Des opinions. Ouais. C'est des débats d'opinion, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, est-ce que l'homme peut agir aussi? C'est toute la question du déterminisme ou du libre arbitre. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien t'interroger. C'est, à mon sens, la grande question philosophique. Ah, c'est très intéressant. Et je vais te répondre tout de suite sur ce sujet, avant même que tu aies fini, pardon, parce que c'est un sujet qui m'a passionné. Depuis que j'ai, je crois, 14 ans à peu près, je me suis heurté au déterminisme. C'est-à-dire la causalité, pour expliquer un peu le déterminisme, c'est le fait que chaque chose est la conséquence d'une cause ou d'un ensemble de causes. Et que chaque conséquence va être à son tour la cause d'une autre enfin, aura une conséquence externe. C'est une partition déjà écrite, voilà. Et qui va simplement dans la logique du temps, prendre le chemin du temps et se dérouler. Quoi. C'est tout ce qui nous permet d'avoir une raison, une logique dans les choses. Si je fais ça, je sais qu'il va se passer ça, parce que je l'ai déjà observé plein de fois et que quand mon doigt va rencontrer l'autre, hop, la force va se transmettre. On le sait à l'avance. Si on part du principe que le monde est uniquement déterminé comme ça, il n'y a aucune place pour la liberté, puisque tout ce que je fais est déterminé par ce qui s'est passé avant. Toute pensée qui me vient est déterminée par les pensées que j'ai eues avant, par l'interaction que j'ai eue avec toi, et finalement tout le monde n'est qu'une espèce de bouillie en train de dessiner le futur. Et je suis resté très coincé longtemps, pendant 30 ans peut-être, avec l'idée qu'on ne pouvait pas sortir du déterminisme et donc que la liberté n'existait pas, que le libre arbitre n'était qu'une idée. Et je me suis rendu compte que finalement c'était un paradigme en soi, encore une fois. Le déterminisme, c'est une manière d'expliquer le monde. C'est la manière raisonnable, c'est la manière logique. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et on peut en sortir. Et dès qu'on en sort, on est libre, en fait. En plus, dans la logique de ce que tu expliquais avant, c'est que en soi, le déterminisme, c'est la mort, puisque tout est déjà en ordre, tout est déjà parfaitement déterminé, et qu'il n'y a aucune place pour le chaos, pour la vie, pour ça. Donc, tout à fait, a priori, si on suit la logique du chaos et du cosmos, le déterminisme ne peut pas vivre sans le libre arbitre aussi, dans l'autre sens. Tout à fait. Je ne crois pas qu'il y ait de force unique. Je pense qu'il y a toujours une nécessité d'opposition, de confrontation. Sinon, on tendrait forcément vers un absolu qui serait la mort, quel qu'il soit. La perfection, c'est forcément la mort. Sinon, il n'y a plus d'évolution. Oui. Alors, je pense qu'au tout début, j'avais quelque chose à exprimer d'assez viscéral. J'avais besoin de me comprendre moi-même, donc je sortais de moi par la peinture des choses que je constatais ensuite. Je me disais, tiens, j'ai peint ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Petit à petit, on commence à se comprendre et on commence à confronter ce qu'on a fait à un public. Là, on se rend compte qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on voulait lui dire. Donc on essaye d'être compris, après on essaye d'être reconnu, parce qu'on a un besoin de reconnaissance. Les humains ont besoin de reconnaissance, plus ou moins selon leur problème narcissique, on va dire. Mais il y a un moment où on a fortement besoin de reconnaissance. Et puis cette faille finit par se combler, on se suffit à soi-même, finalement on n'a plus besoin de l'avis des autres pour exister. Et donc là, j'en suis un peu là, à ce moment où je ne peins plus que pour le plaisir et pour le moment de peindre, en fait.
C'est-à-dire que je ne peins pas pour être reconnu, je ne peins pas pour me découvrir, je peins parce que ça me fait plaisir, en fait, tout simplement. Parce que ce n'est plus la nécessité du départ, quoi. Mais en tout cas, on a bien sûr toujours envie de créer des rencontres, de partager ce qu'on a fait avec les autres, de savoir ce qu'ils en pensent, d'essayer de comprendre leur point de vue aussi, parce que certes, on amène une vision du monde, mais le spectateur va nous en amener une autre. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand il y a ce dialogue qui s'installe et qu'il va nous faire découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas. Donc finalement, il faut être très à l'écoute du spectateur autant que lui doit être à l'écoute de Bien l'œuvre, sûr. en fait. Mais c'est vrai que tu disais aussi dans l'interview il y a quelques mois que si on est totalement heureux, on n'a pas besoin d'être un artiste. Oui, parce qu'on crée de la joie. L'art, il est quand même là pour sublimer le réel et le rendre enviable, désirable, et créer de la joie avec parfois de la tristesse ou du malheur, et se dire que c'est pas une fatalité, que ce qui nous arrive de grave peut aussi contenir de la beauté, que tout ce qui nous arrive est une expérience dont on peut tirer quelque chose de positif. Et l'art est là pour ça, pour montrer de la beauté qu'il y a en toute chose. Ok. Cette phrase de fin que tu Ouais, voulais. c'est ça, exactement. Je cherchais, il me fallait ma conclusion.